Bonjour, dans ce nouveau podcast, j'avais très envie de revenir sur cette notion de l'impossible dont on a parlé dans un précédent épisode. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de commencer par cette célèbre citation de Mark Twain que vous avez sûrement déjà entendue, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je suis sûr que votre première réaction, si vous ne la connaissez pas ou si vous n'avez jamais eu le temps d'y réfléchir, va être de vous dire que c'est juste une manière d'essayer de motiver. Parce qu'a priori, pour la majorité d'entre nous, l'impossible, c'est ce qui ne peut pas se produire, ce qui ne peut pas être fait. C'est d'ailleurs sa définition dans le dictionnaire. Ce qui, de toute évidence, va tout logiquement nous faire abandonner l'idée même d'essayer. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que l'impossible est éphémère. Il est et reste impossible tant qu'il n'a pas été fait, tant que personne ne l'a réalisé. Et donc, il est fait pour devenir possible. Nous n'avons pas du tout l'habitude de le voir sous cet angle. Et cette citation soulève un deuxième problème en disant « il ne savait pas que c'était impossible », ce qui nous amène à penser que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Les gens prudents vous le diront. Ouh là là, il ne faut pas tenter l'impossible. C'est une notion qui tire toute sa force d'une chose irrationnelle, d'une idée que l'on se fait à partir de la perception de l'autre. Parce que si nous y réfléchissons bien, mon impossible ne sera peut-être pas le même que le vôtre. Par exemple, faire une traversée de la Manche à la nage sera tout logiquement impossible si on ne sait pas nager, alors qu'elle pourra être possible si on sait nager. Et elle deviendra possible aussi si la personne qui ne sait pas nager apprend à nager. Donc c'est impossible selon certaines conditions, mais ça peut devenir possible. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples de rendre une chose impossible possible. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'existe pas, mais nous pouvons dire que l'impossible existe tant qu'il n'a pas été rendu possible, donc qu'il est temporaire. Son destin est de devenir possible. Il y a plusieurs niveaux dans les idées, les faciles, les difficiles, les radicales, et il y a les impossibles. Ce qui est important, c'est que c'est les impossibles qui amènent à réfléchir à des révolutions. Tous les grands exploits qui ont marqué notre histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. L'aviation, nos premiers pas sur la Lune, la première greffe du cœur, la télévision, le téléphone, Internet. Toutes ces inventions que nous utilisons au quotidien ont été impossibles à imaginer à un moment donné, pour nos anciens par exemple, jusqu'à ce qu'ils soient inventés. Et heureusement qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ne se sont pas arrêtés à l'idée que c'était impossible. Ils ont cherché des solutions pour y arriver. J'ai une autre histoire pour appuyer cette idée. Monsieur Impossible, c'est le nom d'un fauteuil conçu par deux designers, Cartel et Philippe Stark. Les deux créateurs voulaient créer un fauteuil design en réunissant deux coques ovales en polycarbonate mais sans utiliser de colle. L'idée était impossible. Ils auraient pu laisser tomber leur projet, mais non, ils ont travaillé pour trouver une solution. Et ils ont fini par réussir à créer leur fauteuil qu'ils ont tout naturellement baptisé Monsieur Impossible. Je pourrais aussi vous raconter l'histoire de la naissance de la technique du saut Fosbury Flop qui utilisé dans la discipline du saut en hauteur dans l'athlétisme. Ce saut porte le nom de celui qui l'a réalisé pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Un sauteur a stupéfié tous les observateurs, l'Américain Dick Fosbury, médaillé d'or grâce à un saut de 2,24 m. Sans cette nouvelle technique, il lui aurait été impossible de passer une telle hauteur. Il a su trouver la bonne technique pour réussir et transformer l'impossible en réalisant un exploit. En y réfléchissant, vous trouverez sûrement beaucoup d'histoires de ce genre qui vous ont prouvé que l'impossible peut être réalisable. Mais, comme je vous le disais, tout ce qui arrive à rendre les choses possibles devient souvent une idée révolutionnaire, un exploit ou une conquête. L'impossible a donc le pouvoir de nous donner plus de force, de nous dépasser pour atteindre notre objectif, et la réussite n'en est que meilleure. Nous aurons tendance à le prendre comme une provocation, à prendre les choses plus à cœur pour prouver à l'autre qu'il s'est trompé. C'est une motivation supplémentaire, réussir quelque chose que les autres pensent impossible. C'est passer pour un héros. Les spécialistes parlent de deux sortes d'impossibles. L'impossible opérationnel,
on doit travailler pour apprendre une technique pour pouvoir le faire, la solution existe déjà, mais on n'a pas les ressources pour le faire, et l'impossible émotionnel ou de provocation pour lequel il faudra inventer une nouvelle solution. En fait, l'impossible est une frontière, une limite que nous nous imposons. Nous créons nos propres impossibles. En préparant ce sujet, mon seul objectif était de trouver les bons arguments pour vous convaincre que l'impossible peut être remis en cause, et je pense avoir choisi les bons exemples pour appuyer tout ce que je viens de vous dire. Mais vous vous doutez bien que si je vous ai parlé de tout ceci, c'est que j'ai une petite idée en tête. Elle est toute simple, et je dirais même toute logique. Je veux vous amener à réfléchir à vos impossibles, à toutes les petites et les grandes choses que vous ne faites pas, juste parce que vous vous êtes dit, ou parce qu'on vous a dit un jour, que c'était impossible. Je suis sûr que vous allez tout de suite penser au moins à une chose, souvent même une chose qui touche à votre vie personnelle plus que professionnelle. Je ne suis pas voyante, mais je sais que nous avons plus tendance à nous créer des limites là où il y a des sentiments ou de l'émotion. Souvent, je peux aussi dire que si vous vous êtes convaincu d'une chose impossible, c'est parce que c'est une personne de confiance, une personne qui compte dans votre vie, qui vous a dit ou appris que c'était impossible. Sans le vouloir et même sans s'en rendre compte, nous pouvons transmettre nos impossibles à nos enfants par exemple. Notre éducation nous apprend des impossibles. Des enquêtes montrent par exemple que les jeunes vont plus vers l'entrepreneuriat quand ils ont eux-mêmes eu des parents entrepreneurs, tout simplement parce que ce qu'on ne connaît pas semble difficile, voire impossible. Tout comme les enfants élevés dans des familles pauvres grandiront avec plus de limites qu'ils auront appris depuis leur enfance. Il y a bien sûr des enfants qui vont oser se lancer, parce qu'à un moment, ils vont oser entreprendre et faire ce qu'il faut pour rendre leur impossible possible. Il serait trop simpliste de faire des généralités, mais nous savons clairement que notre enfance, notre éducation et même notre milieu social a une très grande influence sur notre façon de penser et sur notre façon de créer des limites et des blocages qui peuvent nous empêcher de dépasser nos propres impossibles. Et c'est aussi tout ce qui les rend intéressants. Nous avons vu que l'impossible est temporaire, puisqu'il peut devenir possible. Donc, l'espoir de pouvoir faire changer les choses existe. La question n'est pas pour autant facile. Comment faire pour dépasser mon ou mes impossibles? Quand on ramène les choses à ses propres problèmes, tout prend une autre dimension, justement parce qu'il y a de l'émotion et des sentiments. Selon l'origine de votre impossible, vous aurez peut-être l'impression de trahir une personne qui vous est chère parce qu'en dépassant votre impossible, vous lui prouverez qu'elle avait tort. Il se peut aussi que votre impossible fait tellement partie de votre vie que vous n'avez tout simplement jamais eu l'envie ou l'idée de vous y confronter. Et après tout, il se peut qu'il ne vous dérange pas. Donc, ce n'est pas un problème pour vous, et vous n'aurez donc pas essayé de trouver une solution. Certains de nos impossibles font partie intégrante de notre morale et de nos valeurs. Ils sont même utiles, ce sont des limites que nous nous fixons. C'est quand ils nous empêchent de faire quelque chose que l'on a envie qu'il devient gênant. C'est quand ils nous bloquent et que ça nous dérange qu'il faut chercher une solution. L'idée, c'est encore une fois de regarder les choses sous un angle différent, en arrêtant de voir ses mauvais côtés pour nous focaliser sur les avantages qu'il peut nous apporter. Si on le prend comme un défi, notre motivation sera décuplée, parce qu'on saura qu'en cas de réussite, notre fierté sera beaucoup plus forte. On l'a vu avec l'histoire du fauteuil Monsieur Impossible. C'est parce qu'ils ont été persévérants, parce qu'ils n'ont pas abandonné leur projet, qu'ils ont fini par trouver la nouvelle solution qui n'avait jamais été faite avant, qu'ils ont réussi. J'imagine assez facilement le nombre de personnes qui ont dû leur dire que sans la colle, c'était impossible, parce que tout simplement, ça n'avait jamais été fait. Ils ont soit inventé une nouvelle technique, soit emprunté une technique à un autre domaine, mais dans tous les cas, ils y ont cru et ils l'ont fait. Et je vous laisse imaginer comme ils ont dû être fiers de cette réussite que finalement personne n'attendait. C'est cette fierté-là qu'il faut viser. Dans mon podcast « Se lancer dans un projet », je vous donnais plusieurs conseils, et notamment sur le fait de prendre le temps de bien préparer votre projet, et aussi celui de vous donner la possibilité d'avancer à votre rythme. Si vous voulez réaliser un de vos impossibles, ce ne sera rien d'autre qu'un nouveau projet.
Vous n'aurez donc qu'à oublier que ce n'est pas possible et à préparer vos différentes étapes pour le réaliser. Alors j'imagine que vous allez vous dire, en fait, elle nous dit toujours la même chose, si on veut, on peut. Mais c'est juste parce qu'on revient à la notion du projet, avoir une situation de départ et trouver des étapes qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif, qui sera donc notre point d'arrivée. Et je vous avais prévenu que dans la vie, tout n'est que projet. Ça se confirme donc. Tout ce qu'on entreprend est un projet. Il est normal que les bases techniques pour le mener à bien soient les mêmes. Et si on ne s'en tenait qu'à la technique, les choses seraient très simples. Ce qui complique tout, c'est qu'une fois encore, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir gérer des émotions peut-être contradictoires. Il va falloir commencer par vous débarrasser de fausses idées qui font partie de votre éducation, de votre culture. Il va falloir peut-être être patiente. Il va falloir peut-être être persévérante. Il va falloir ne pas écouter les impossibles des autres. Et, vous vous en doutez, je pourrais continuer cette liste qui n'a qu'un seul but, celui de vous prouver que je suis bien consciente que vous allez avoir beaucoup de travail et que les choses seront peut-être difficiles. Mais la chose fondamentale dans votre situation, c'est d'y penser en ne visant que le résultat. Vous aurez besoin de temps, de plusieurs jours, de plusieurs semaines et peut-être même de plusieurs mois pour atteindre votre résultat. Pour vous encourager, vous pourrez fêter chaque étape passée comme une petite réussite qui va vous amener vers votre objectif. Ce sera alors le cumul de ces petites réussites qui deviendra votre grosse réussite. Pour vous encourager, je vais vous raconter une petite histoire qui va aussi me permettre de rendre mes conseils plus parlants. Et en plus, une petite chose me dit que vous allez bien aimer cette histoire. Un été, au centre de loisirs maternels où je travaillais comme directrice, nous avons eu dans le groupe des enfants une petite fille qui avait la phobie des fourmis. Sa maman nous avait prévenus pour qu'on y fasse attention. Le problème, c'est que l'été, notre espace repas était à l'extérieur, sur une terrasse entourée d'herbes et d'arbres. Et comme dans tous les jardins, il y avait des insectes et donc des fourmis. Une animatrice me demande comment on allait faire, bien embêtée par la situation. Nous ne pouvions pas la faire manger seule à l'intérieur, nous ne pouvions pas déplacer un groupe d'enfants pour manger avec elle à l'intérieur, en sachant que si nous mangions en extérieur, c'était surtout parce que c'était plus agréable et qu'il y faisait moins chaud. En y réfléchissant, je me suis dit que le mieux c'était de travailler avec elle sur cette peur pour qu'elle s'en débarrasse. Ce serait un bon objectif pour ses vacances et en plus, ça lui serait bien utile pour se sentir mieux. Alors j'ai élaboré mon petit projet. Je suis parti du fait que cette petite Julie ne pouvait pas s'approcher d'une fourmi, c'était son impossible, et j'ai imaginé plusieurs étapes pour arriver à lui faire perdre cette phobie. Le but, c'était de lui démontrer petit à petit et en douceur que les fourmis étaient gentilles, qu'elles ne pouvaient pas lui faire de mal, mais en faisant des petites actions. Nous avons fait des petites activités avec plusieurs enfants pour qu'elle ne s'aperçoit pas que nous faisions ça pour elle. Par exemple, nous avons commencé par raconter des petites histoires avec des fourmis. Puis, nous avons fait de l'observation à la loupe, en mettant des miettes pour observer l'éclaireuse aller chercher une équipe pour amener la miette jusqu'au trou. C'était vraiment passionnant et les enfants adoraient. Julie s'est laissée entraîner par les autres enfants. Ça ne s'est pas fait en un jour. Nous avons été doucement, mais elle était avec les copains et les copines. Et petit à petit, jour après jour, elle s'est habituée, jusqu'à arriver à chercher les fourmis toutes seules pour les observer. Semblant de rien, pendant les activités, nous avons amené les enfants à les voir toutes petites, toutes gentilles. Et Julie a fini ses vacances capable de manger son dessert en regardant les fourmis passer sur un petit muret à quelques centimètres d'elle, sans souci. Sa maman était très fière d'elle. Elle ne pensait même pas que c'était possible, en fait. Elle pensait que ça passerait en grandissant et du coup, elle s'en était accommodée. Nous avons même donné le livre Marie la fourmi à Julie pour la récompenser de cette réussite. Nous avons eu à peu près le même problème sur d'autres vacances avec une petite fille qui, elle, avait peur des araignées. Et nous avons adopté la même technique pour travailler sur sa phobie. J'avais en plus réalisé une grosse araignée en tissu, rigolote et mignonne, avec des grandes pattes en cure-pipe. Je lui avais mis des yeux qui bougent et je l'avais appelée Agathe. J'avais inventé une petite histoire où Agathe était très triste, parce qu'elle voyait que tout le monde avait peur d'elle, les enfants comme les grands.
puisque j'avais aussi 2 animatrices qui détestaient les araignées. Les enfants étaient tout peinés. Je les ai invités à lui faire un petit câlin pour la consoler. Puis, je les laissais poser sur une table ou sur le bureau, toujours près des enfants, pour qu'ils puissent la voir, la toucher. Et petit à petit, ils se sont tous mis à l'aimer et à faire la transition avec les vraies araignées. C'était super motivant pour nous de devoir chercher des solutions pour ce genre de problème. C'est vrai que les enfants sont plus facilement influençables. Ils nous font confiance et du coup, en y allant en douceur et semblant de rien, nous n'avions aucun mal à les faire changer d'avis. À l'âge adulte, les choses sont plus difficiles, plus longues aussi, mais le principe reste le même. Avancer doucement, étape par étape pour arriver à se raisonner et à changer sa vision des choses. Dans le pire des cas, si vraiment c'est plus fort que vous et que vous n'y parvenez pas seul, et si votre impossible vous gêne vraiment dans votre vie, vous pouvez aussi vous faire aider. Il existe par exemple des stages pour les personnes qui ont très peur de prendre l'avion, mais je pense que souvent il suffit de réaliser qu'effectivement vous pouvez le faire pour trouver la motivation et l'envie d'y travailler. Aujourd'hui, les grandes entreprises investissent beaucoup dans la recherche et dans l'innovation. Elles veulent toujours créer de nouveaux produits, aller plus vite que leurs concurrents. Elles visent des choses qui font partie de l'impossible, jusqu'à ce qu'elles arrivent à inventer un nouveau produit. Et le tout meilleur produit, c'est celui qui n'existe pas encore, celui qui est vraiment innovant. C'est un travail passionnant qui fait appel à la créativité. Cette fameuse créativité va vous permettre de trouver vos propres solutions sur mesure. Personnellement, j'aime bien réfléchir sur les idées et les projets impossibles, prendre un problème et chercher des solutions, même si je sais que je n'aurai pas l'occasion de faire ce projet parce que je n'aurai pas les moyens de le réaliser. J'aime bien aussi les personnes qui travaillent sur des idées folles, parce que même si on pense qu'ils sont fous, ils ont souvent fait avancer la réflexion. Les grandes idées commencent souvent par une petite que l'on a fait grandir. Le plus important quand vous entreprenez un nouveau projet impossible, c'est d'être averti que vous risquerez toujours de rencontrer des personnes qui vous diront que ce n'est pas faisable. Surtout, ne vous découragez pas. Prenez-le comme un défi, parce que vous serez toujours plus fort dans la confrontation d'idées si vous adoptez le postulat que tout est possible quand on s'en donne les moyens, et montrez fièrement à ceux qui n'y croyaient pas que vous avez réussi. Chaque victoire n'en sera que plus précieuse. Quand j'ai choisi de vous parler de cette notion de l'impossible, j'avais l'impression que j'allais vous faire découvrir une vision vraiment toute nouvelle, et donc que ce podcast pourrait vraiment vous être très utile. Mais en y travaillant, je me suis un peu mise à douter, tellement tout me semble évident et logique. Je me dis que finalement, je ne fais que vous dire des choses que vous savez déjà, que vous n'aurez peut-être pas besoin de conseils, mais je me dis aussi que c'est le genre de choses qu'il est toujours utile de rappeler au cas où vous en doutiez, au cas où vous n'auriez pas l'idée de voir la chose de cette façon. En tout cas, je suis sûr que si vous m'écoutez, vous ne pourrez qu'être convaincu que tout ce que je vous dis là n'est que la stricte vérité. Alors, si vous saviez déjà que l'impossible n'est que temporaire et qu'on peut toujours le transformer en possible, tout ce que je viens de vous dire pourra vous servir de confirmation et vous permettra de ne jamais douter. Par contre, si vous n'aviez jamais vu les choses sous cet angle, j'espère que cette nouvelle approche que je vous propose vous donnera envie de revoir autrement tous les projets et même les rêves que vous avez peut-être abandonnés un jour en pensant qu'ils étaient impossibles. Travaillez sur des petites idées, réfléchissez à ce qu'il faudrait faire pour les rendre possibles et vous verrez que vous découvrirez tout votre potentiel à résoudre certains problèmes que vous n'auriez même pas imaginés. C'est un sujet passionnant dont on pourrait parler des heures. J'ai essayé de vous dire tout ce qui me semblait important à savoir pour vous permettre de réagir autrement face à vos impossibles. Alors j'espère vraiment que ce podcast pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la partie commentaires sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de lire vos messages. J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. En attendant mon prochain épisode, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis au revoir et à bientôt.